Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Pauline a 35 ans et elle est pilote de ligne depuis 10 ans. Quand elle avait 5-6 ans, son papa l'emmenait à l'aéroclub et elle faisait des petits tours en avion. Et ça l'a tellement inspirée qu'elle en a fait son métier. Pauline commencera par nous parler du concours pour devenir pilote et démystifiera un petit peu cet univers qui nous est si lointain. À 21 ans, elle part faire ses 200 heures de vol en Floride pour pouvoir ensuite poursuivre ses études. Elle partagera avec nous cette expérience qui a duré 3 mois et pendant laquelle elle a sillonné la Floride. Elle démarre sa carrière par de l'aviation d'affaires en tant que copilote sur un jet privé où elle côtoiera une clientèle ultra luxe, footballeurs, acteurs ou encore chanteurs. Chaque soir, elle ne savait jamais dans quel pays elle allait se retrouver le lendemain. Pauline se fait ensuite démarcher pour faire des vols d'organes. Autant vous dire qu'on change de décor. C'est un quotidien plus stressant où il faut être sur le qui-vive toute la nuit car les vols organes ont lieu la nuit. Si le beeper se met à sonner, c'est parti, il faut être opérationnel en 1 heure. Et lors du vol, il ne faut pas traîner car l'organe a une durée de vie limitée. Elle se fait ensuite recruter par Air Mauritius et part vivre à l'île Maurice. Elle tombe ensuite enceinte et reviendra en France. Durant cet épisode, Pauline nous expliquera aussi comment ça se passe quand on est pilote et enceinte et nous parlera de la place de la femme dans ce milieu. Salut Pauline. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, très bien avec ce grand soleil. C'est cool. Bon, en tout cas, c'est rare. Je voulais te le dire aussi de vive voix en ce début d'épisode, mais ça fait très longtemps que j'avais pas eu, tu sais, ce petit coup de cœur pépite d'une personne qui me contacte pour me proposer du coup d'enregistrer un épisode ensemble. Et du coup, tu fais partie de super, encore un petit coup de cœur. Ça faisait longtemps, tu vois. Donc voilà, je te remercie pour ça, Pauline, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me racontent, bien que toutes aient des histoires inspirantes et intéressantes à raconter. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit truc-là où je me suis dit waouh, un truc qui change. Donc bienvenue Pauline, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Eh ben merci à toi. Écoute, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans et je suis pilote de ligne. Voilà, j'ai commencé ma carrière, ça va faire 10 ans. Et j'ai commencé par l'aviation d'affaires, j'ai fait un petit peu de vol organe et après je suis partie à l'île Maurice pendant 5 ans et demi. Et voilà, maintenant je suis de retour en France, dans le ciel français. Bon, tu nous as un petit peu spoilé tout l'épisode. Merci Pauline. Je peux sortir. Garde-nous quelques surprises quand même. Ma chère Pauline, donc t'as un job qui est quand même hors du commun, on peut le dire. Je n'ai jamais eu de pilote à mon micro, donc d'où l'excitation quand tu m'as écrit. J'étais hyper contente. Donc vraiment, encore une fois, très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Pauline, d'où te vient cette passion ? Est-ce que ça vient depuis toujours ? Est-ce que c'est depuis que tu es petite ? Est-ce que c'est venu plus tard ? On va un petit peu comprendre, c'est quoi ton histoire, Pauline, finalement ? Mais écoute, quand j'avais 5-6 ans, mon papa avait passé son brevet de pilote privé. Donc, tous les dimanches, il nous emmenait à l'aéroclub avec ma petite sœur. Et on faisait les petits tours du centre-ville de là où je viens, vue du ciel. Et c'est vrai que ce milieu m'attirait vraiment, en fait, parce que t'es dans ta bulle et tu vois la Terre de toute petite, vue d'en haut. Et puis toute cette technicité des boutons dans l'avion et tout ça. Et après, je savais pas trop en fait si je pouvais en faire mon métier ou pas parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai pu faire un stage en troisième. C'est les stages en entreprise et j'avais décidé de faire ça dans une compagnie aérienne. Et à la fin du stage, pour me récompenser, ils m'ont offert un vol dans le cockpit au petit matin, c'était au mois de décembre.
et de voir le soleil se lever et toute cette atmosphère, c'était Waouh. waouh, enfin, vraiment un petit rêve qui se réalisait et après, je me suis accrochée et je suis allée jusqu'au bout de mon rêve. Ça, c'est incroyable. Et comment ça se passe alors? Parce que on entend parler, tu vois, rapidement des concours pour devenir pilote qui sont archi difficiles. Et surtout, il y a de grosses exigences au niveau comment dire, de tes fonctionnalités humaines, au niveau de la vue, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres exigences aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comment on devient pilote? C'est quoi le concours qu'il faut passer? Combien de temps ça prend? Voilà, démystifier un peu tout ça. Eh ben, alors il y a la voie, ce qu'on appelle la voie royale, où tu fais les écoles d'ingénieurs, maths sup, maths spé, et après tu peux tenter les concours pour l'école d'aviation civile ou ce qu'on appelle les cadets d'Air France. Et si comme moi tu n'es pas très brillante à l'école, eh ben moi j'ai fait la voie en fait par école privée. Donc j'ai fait en fait ma licence de pilote privé et après je suis partie aux États-Unis pour monter mes heures de vol et en rentrant j'ai fait les formations professionnelles. Et au niveau médical, pour la vue en fait, c'est un peu un mythe, il faut juste avoir une bonne vue, je crois que c'est 7 sur 10 avec correction. Mmh. Et ouais, Ça non mais va? ouais, non mais largement. Ah oui, c'est Et vraiment un mythe en fait. ah oui, 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 ouais, ouais. Et après, voilà, bon, on a des examens, un électrocardiogramme, un audiogramme donc pour l'audition. Et après en fait, enfin, c'est pas non plus ultra poussé quoi. Hein. On n'est pas astronaute. Et j'imagine du coup que tu as des heures de vol à effectuer pendant tes études? Et ben, avant de commencer ma licence commerciale, il fallait que j'arrive avec 200 heures de vol. Donc c'est pour ça que je suis partie en fait aux États-Unis, en Floride, parce que l'heure de vol elle est beaucoup moins chère. Et puis je me suis dit bon quitte à voler, autant partir à l'étranger, comme ça j'améliore mon anglais. Et puis voilà quoi, j'ai kiffé. Mais c'est facile de faire ça? C'est-à-dire que comment ça se passe? Comment tu trouves, enfin, tu vois, est-ce que c'est facile de faire ces heures de vol à l'étranger, et notamment aux États-Unis? Bah, aux États-Unis, il faut juste moi, j'avais pris un visa étudiant et donc je partais en fait dans une école parce qu'il faut reconvertir quand même tes licences françaises en licence américaine. Et puis après, je crois que je pouvais rester 1 an. Enfin, je sais plus avec le visa étudiant américain. Et j'avais trouvé des écoles en ligne en Floride et qui me paraissaient pas trop mal. Et puis je suis partie à l'aventure. Et là, tu avais quel âge, Pauline? J'avais 21 ans. Ah oui, tu étais toute jeunette! Ah oui, oui, Trop ouais, j'avais la bien! majorité américaine, donc c'était parfait. Comme ça, au moins, j'avais pas de problème pour pouvoir me déplacer en voiture et tout ça. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces 3 mois en Floride? Donc peut-être, vite fait, ta vie, ton quotidien là-bas. Et également, est-ce que durant ces premières heures de vol, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Écoute, je suis donc en fait, tu commences, tu fais à peu près, je crois que c'était 20 heures de vol pour convertir ma licence privée française en licence américaine. Et après ça, en fait, le reste du temps, on était plusieurs, donc souvent on partait à plusieurs en vol. Et en fait, on se disait tiens, aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller on va aller dans le sud de la Floride, où une fois on est allé jusqu'à Key West. Donc là, on était parti sur plusieurs Trop jours. bien. Donc voilà, on étudiait la météo parce que c'était pendant l'été en Floride, il y avait pas mal d'activités nuageuses et donc on faisait aussi beaucoup en fonction de la météo. On regardait même parfois où il y avait des restos sympas. Enfin voilà, on avait des heures de vol à faire, donc on a sillonné la Floride. Donc c'était vraiment sympa. Et alors, est-ce que tu as rencontré des galères? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est flippant au début ou pas du tout? Oui, alors oui, j'avais un vol où c'était la météo s'est un peu dégradée sur la route, donc on n'est pas allé à destination. Après, tu sais, on a des cartes
et on regarde où il y a des aéroports pas, enfin, à proximité pour pouvoir se poser en cas de problème. Et voilà, on a pris la météo à destination et en fait on a atterri sur un autre petit aéroport et voilà. Après bon non, j'ai pas eu de grosses galères. Il y a pas tout le temps de galères en aviation. Bah, heureusement. Heureusement, si tu me disais le contraire, je t'avoue que ça m'inquiéterait un petit peu. Mais quand même, est-ce que tu te souviens au moins, tu vois, de la première fois où tu as pris les commandes d'un avion, quoi? Bah écoute, oui, c'était j'étais à La Rochelle, je passais ma licence privée donc française et donc en fait avec l'instructeur, on faisait des vols, on faisait ce qu'on appelle des tours de piste et puis tout d'un coup, il annonce à la radio que bon on s'arrête pour un complet. Je dis ah bon ça y est, l'heure de vol est déjà finie. Donc là, on va à la station, à la pompe à essence, il me remet de l'essence dans l'avion et puis il me referme le capot, il me dit bon allez, maintenant tu y vas toute seule. Et je dis mais comment ça j'y vais toute seule, mais non. Il fait si c'est bon, t'es prête. Bon j'y suis allée, je t'avoue j'avais quand même des petites palpitations, mais après je me rappelle quand j'ai atterri, je suis montée dans ma voiture, j'ai appelé ma maman, j'ai dit maman j'ai fait mon premier vol solo. Elle me dit mais tu me dis ça maintenant, mais t'es folle. Mais non, c'était trop bien. C'est dingue. Et est-ce que tu te rendais compte que tu prenais une voie hors du commun, ou comme ton papa était pilote, c'était pas forcément un truc, comment dire, finalement c'était peut-être plutôt commun pour toi? Et c'était quoi ta sensation par rapport à la voie que tu étais en train de prendre? Bah moi c'était vraiment ce que je voulais faire, malgré ce qu'au collège les profs me disaient, Pauline pilote, non mais jamais. Et j'avoue que c'est pas quelque chose enfin, voilà, c'était ce que je voulais faire et je me suis pas posé de questions. J'ai foncé tête baissée et en fait, je me suis jamais rendu compte que c'était une autre voie, enfin, que c'était un truc qui était pas forcément commun parce que au final, je finissais par évoluer avec, des gens de l'aérien et pour moi, enfin, c'était un métier comme à d'autres, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais maintenant, tu as quand même quelques années dans les pattes de ce métier, et ce sera aussi intéressant de parler de justement la place de la femme dans ce monde-là. Mais avant qu'on parle de ça, je te propose que tu nous expliques un petit peu la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe après la Floride? Tu rentres, tu trouves un boulot, j'imagine? Alors après la Floride, donc j'ai monté mes heures de vol et ensuite je fais ma licence commerciale. Donc là, on apprend vraiment comment gérer un vol en fonction des météos, d'être vraiment le plus professionnel possible. Après ça, j'ai ma licence de vol aux instruments où on fait du simulateur. On s'entraîne en fait à voler sans regarder dehors, juste avec les aiguilles qu'on a à bord. Après, il y a quelques heures de vol à faire en réel. Après, on a un stage à faire pour le travail en équipage. Parce que dans un cockpit, on est deux. Il y a une manière de se parler, il y a une manière de faire les choses. Et une fois que j'ai fait ces trois diplômes, j'avais fini toutes mes licences et j'ai envoyé des CV un peu partout. Et juste après ça, j'ai fait un petit boulot. J'étais hôtesse d'accueil dans un palace à Paris. Et en fait, ça fait vraiment une plus-value quand même pour mon CV. J'avais reçu une réponse positive, enfin, en tout cas pour un entretien, pour une petite compagnie d'aviation d'affaires. Et vraiment, quand elle a su que je travaillais dans un palace, elle a dit waouh, c'est trop bien. Enfin, ça match avec les opérations qu'on fait en aviation d'affaires et ça apporte vraiment un plus, quoi. Bien sûr, bah oui, parce qu'il y a tout le sens du service et c'est les codes de cette atmosphère-là aussi, quoi, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que l'aviation d'affaires, c'est les gens ils payent plus de 10 000 € un aller-retour pour aller Oh my God. Paris à Nice et il faut que le service soit au top, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et dans les petits jets privés, on n'a pas d'hôtesse, donc c'est les pilotes qui font tout. Enfin voilà, on se levait pendant le vol, on allait faire le service, voir les passagers pendant que l'autre pilotait bien sûr. Mais dingue. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu as dû faire donc ta licence commerciale, et en partie parce que le pilote et le copilote doivent apprendre à communiquer. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Comment vous communiquez ensemble?
Déjà, en fait, on a des procédures, ce qu'on appelle des procédures standards, où on a un ordre pour faire les choses, les checklists. Quand, par exemple, on a une panne dans l'avion, dans quel ordre on va faire les checklists, parce qu'on a nos checklists normales, nos checklists d'urgence et tout ça. Parce qu'il faut pas de mots parasites, en fait, dans un avion. C'est-à-dire? Il faut rester professionnel. Donc, en fait, il y en a un qui va être le pilote, ce qu'on appelle en fonction. Donc, il va voler l'avion, il va gérer la trajectoire, la navigation. Et l'autre pilote va s'occuper de tout ce qui est ce qu'on appelle les checklists, vérifier que toutes les actions sont bien faites. En même temps, il va s'occuper de la radio. Donc, c'est vraiment délimiter les tâches pour pas qu'en fait, il y en a un qui fasse la tâche de l'autre et que, en fait, que toutes les actions après soient entremêlées et qu'on s'y perde. Et est-ce que vous avez des mots codes? Non, pas vraiment. Hein. Enfin, ça va être des check, gear down ou flaps up. C'est ouais, quand même. Oui, non, mais c'est par rapport aux instruments, quoi. Mais on n'a pas non plus un langage particulier, quoi. Oui, il n'y a pas des phrases cachées, genre le lion est dans la cage. Je répète, le lion est dans la cage. Ça n'existe pas, quoi. Ok, super. Et donc, tu prends ce boulot dans le jet privé, donc qui est plutôt cool. T'entres dans un monde que tu découvres totalement. Et tu m'as dit qu'en fait, ce qui était ouf, c'est que chaque soir, tu ne savais pas du tout dans quelle ville ou pays tu allais aller le lendemain. Et ben, c'est ça, parce qu'en fait, c'était vraiment des vols à la demande. Donc, on pouvait partir, je sais pas, moi, faire un Paris-Barcelone. Et puis, pendant que nous, on est en vol, les opérations, elles ont réussi à vendre je sais pas, on va dire un Madrid-Rome. Et donc, quand on arrive, on nous dit, bah voilà, on vous envoie toute la documentation et après ce vol-là à Barcelone, vous partez à Rome. Parce que dans l'aviation d'affaires, en fait, il faut rentabiliser les vols à vide. Il faut en faire le moins possible. Et donc, quand on arrive à un endroit, nos opérations, elles disent, bah voilà, l'avion est à cet endroit-là. Et il y a des gens qui vont acheter ce vol-là, en fait. Ah, c'est ouf. Qui vont recommander un vol par la suite. Et donc, souvent, je partais le matin. Je pensais que j'allais finir ma journée dans une ville. Et puis, au final, on repartait pour une autre. Après, parfois, souvent, on restait aussi sur place. On pouvait en profiter, visiter. Donc, ouais, non, c'était vraiment sympa de pas savoir où on allait finir notre journée, quoi. Mais du coup, tu as intérêt à t'entendre vachement bien avec le copilote, parce que tu le choisis pas. Oui, en général, quand c'est des petites opérations comme ça, les compagnies, elles recrutent en général des personnes, des personnalités, en plus forcément des compétences techniques. Mais oui, après, quand on fait de l'aviation d'affaires, on sait qu'on passe plusieurs jours avec la même personne. Donc, en général, on est quand même tous des bons vivants. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu de soucis où je me suis jamais ennuyée en escale avec mes collègues. Bon, alors parfois, oui, il y en a, ils sont un peu fatigués, ils veulent se reposer, mais on trouve toujours un truc à faire. Et en général, la plupart du temps, quand même, on se retrouve le soir pour dîner ensemble. Bon, c'est cool. Et est-ce que tu changes à chaque fois de copilote ou est-ce que tu as toujours le même copilote? Enfin, toi, tu étais le copilote, donc est-ce que tu as toujours le... Voilà. Commandant de bord. Quand j'étais en aviation d'affaires, on avait pendant plusieurs jours consécutifs le même commandant de bord. Après, chez Air Mauritius, c'était quand même un peu plus grand. Donc, tous les jours, en fait, j'avais un commandant de bord différent. Mais ça m'arrivait de revoler avec les mêmes personnes plus tard. Ça changeait quand même relativement souvent. Et est-ce que tu as rencontré des gens qui sont célèbres ou plus ou moins réputés? En aviation d'affaires, ouais, tout le temps. On avait pas mal de footballeurs, des acteurs, on a eu des chanteurs. Vraiment, on a eu Donne des noms. J'avais eu Omar Sy. Ah, énorme. En footballeur, ouais, c'est trop gentil. J'ai eu Zidane. J'en ai eu tellement. J'ai eu Liam Neeson aussi. Ça, c'était c'est quand même une légende. Je sais plus, on a eu Florence Foresti. Il y a eu Nadal.
Ah ouais, non mais tu t'es fait plaisir là. Ouais, c'est un autre monde, hein. Ah ouais, c'est dingue et tu as pu, échanger un petit peu avec eux? Tu dis Omar Sy, il est sympa, du coup, tu as pu aller à oui, parce que du coup, comme tu fais tout, forcément tu peux, tu as peut-être des moments de partage, quoi? Bah oui, alors après, voilà, il y a des passagers et ça se voit tout de suite. Il y en a, ils sont vraiment là pour se reposer. Ils ont juste le vol pour prendre un peu de repos et tout. Donc en général, ça se voit et puis on n'insiste pas. Et après, Bien sûr. bah souvent, c'est eux qui nous parlent. En fait, on les laisse venir vers nous. Et non, ouais, Omar Sy, il a été super sympa. Il me posait des questions sur l'avion et il parlait. J'avais eu aussi celui qui joue dans Cadmerade. Lui aussi super sympa. Trop bien. Ah, vraiment adorable. Et ouais, non, mais il y en a qui s'intéressent à notre métier, à ce qu'on fait, où on allait après. C'était, ouais, ils sont sympas. C'est ouf et tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait 5 ans d'aviation d'affaires. Ah Et ouais! ouais, et c'était alors mon contrat, j'étais en freelance. Donc bah, on était payé à la journée de vol. L'été, ça volait à fond, l'hiver un peu moins et puis à bout d'un moment, j'avais envie de stabilité et j'avais trouvé il y avait une compagnie qui m'avait contactée puisqu'ils avaient repéré un peu mon profil et parce que c'était un avion assez particulier, c'était un Piaggio Avanti. Et en fait, ils m'ont dit, bah voilà, nous on est une compagnie française, on a le même avion, on est intéressé par votre profil, bah, parce qu'il nous faut des femmes. Au moins ils ne m'ont pas caché. Et Ah oui. bah, comme vous avez de l'expérience, on pourrait vous faire passer quand on bord rapidement. Donc j'avais regardé un peu ce qu'ils faisaient et donc c'était des vols organes. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça change et au moins je fais quelque chose de ma vie. Enfin, j'ai vraiment un but quand je vole. Et puis bah j'y suis allée, mais j'ai pas fait très longtemps parce que juste après ça, je suis partie chez Air Mauritius. J'ai été prise rapidement par les sélections d'Air Mauritius. Et c'est dingue du coup de passer ouais enfin voilà aviation d'affaires à vol d'organes, c'est complètement ouf. Enfin et du coup comment ça se passe concrètement? Est-ce que là aussi c'est vraiment des vols dans l'urgence? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est en mode vite vite on a un vol à faire? Enfin tu vois, je me rends pas compte. Comment ça se passe quoi concrètement? Et ben moi, comme j'étais donc basée à Paris, quand on faisait les vols organes, on partait pour faire 4 vols. Et les prélèvements d'organes se font essentiellement la nuit parce que c'est là où les blocs opératoires sont libres. Donc, on nous appelle en pleine nuit en disant, bah voilà, il y a un vol, il faut que l'avion il décolle en 1 heure et demie. Donc, il faut que ça aille vite, vite, vite. Hein, là, on enfile vite l'uniforme et puis on y va. Donc, on arrive à l'aéroport, on regarde bien sûr la météo, les spécificités des aéroports et tout ça. Et on part récupérer l'équipe d'organes. Donc, on part de Paris pour aller récupérer l'équipe d'organes qui est, je sais pas, par exemple, à Lyon. De Lyon, on les emmène à, disons, Ajaccio. Donc là, à Ajaccio, ils font le prélèvement. Et ensuite, on les ramène à Lyon. Et nous, on ramène ensuite l'avion à Paris. Donc, c'était très intense. On partait avec des lits de camp dans les soutes et un sac de couchage pour pouvoir se reposer pendant les prélèvements, quoi. Parce que c'est assez intense. Et puis, en fait, tu te fais une nuit blanche, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais quand tu dis, t'attends l'appel, c'est-à-dire que toi, tu dors, t'es en pleine nuit, t'as ton truc qui bip et hop, il faut que tu te réveilles et que tu te prépares et il faut que l'avion décolle dans 1 heure et demie. C'est ça, c'est ça. Oh putain, Et l'enfer! la partie stressante en fait du métier, c'est que à partir du moment où le médecin coupe l'organe a un temps de vie en fait. Et en fait, après nous derrière, faut qu'on se dépêche. Alors bon, quand on fait des vols organes, on est prioritaire au niveau des autres avions, donc ça c'est un stress en moins. Mais faut qu'on soit le plus opérationnel possible. Waouh! Mais est-ce que tu arrivais à dormir sur tes 2 oreilles ou est-ce que tu avais toujours ce stress de dire: «Oh là là, ça va sûrement sonner cette nuit»? Ouais, je dormais pas très bien. Après, je suis quelqu'un qui m'endort facilement, mais tu as toujours un œil ouvert, quoi. Enfin, tu es toujours prête à partir. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, j'ose pas imaginer, enfin niveau, c'est dur de lâcher prise et ouais, tu es un peu sur le qui-vive en fait, Bah, H24.
C'est ça. Et puis alors parfois, t'es là, tu te dis bon allez, je me fais un film, puis tu regardes l'heure, il est 23h30. Bon allez, je vais aller me coucher. Et puis là, tu t'endors et minuit et demi, bam, on t'appelle. T'as presque pas, enfin t'as pas dormi quoi. Incroyable. Et effectivement, est-ce que même si le job est carrément plus difficile, est-ce que finalement, t'as changé de voie pour partir donc vers l'île Maurice parce que c'était trop compliqué en termes de charge mentale, de logistique, etc. Ou est-ce que c'est juste que t'as eu une opportunité qui s'est présentée et tu l'as saisie? Bah non, en fait, j'avais postulé donc chez Air Mauritius bien avant d'aller faire les vols organes. Et en fait, après, je me rappelle, j'ai signé mon contrat pour les vols organes et le lendemain, je recevais un email pour faire les sélections pour Air Mauritius. Ah oui, d'accord. Donc en fait, bah j'enchaînais les deux quoi. J'ai la préparation pour les sélections plus les vols. Voilà, tout mon temps était compté quoi. Et pendant toutes ces années, donc que ça soit avec l'aviation d'affaires ou vol d'organes, tu avais un conjoint dans ta vie ou tu étais seule? Vu la vie trépidante que tu avais, peut-on avoir un conjoint et ce type de job? Bah en fait, ouais, je l'ai rencontré. Je venais de commencer l'aviation d'affaires, donc moi j'étais assez directe en disant bah voilà mon boulot c'est comme ça. Et bah c'est tu me suis ou tu me suis pas quoi. Et en fait bah non, il a dit ouais non mais c'est pas grave parce qu'en fait en aviation d'affaires on avait des plannings, on partait 12 jours, on venait 6 jours, on repartait 12 jours. Et bon bah lui au final au début de relation il était content parce qu'il avait quand même pas mal de temps libre et puis après on se revoyait, donc c'était sympa. Et puis après quand bah j'ai avant de postuler pour Air Mauritius, je lui dis t'es prêt d'aller vivre dans une île? Alors lui il est maître nageur donc l'eau c'est un peu son élément. Ah Et il génial! m'a dit bah, je connais C'est pas mais parfait. vas-y allez go on y va. Et après quand bah j'ai eu la réponse positive, bah voilà on est parti là-bas. Lui il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait ses trucs, il a monté son école donc c'était super. Et puis après en 2021 on a eu un bébé et là c'est là où la France, la famille a commencé un peu à nous manquer. Bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder un peu en France si ça recrutait, comment ça se passait et tout ça. Et je me suis relancée dans des sélections. Et puis, bah, on est rentré. Et donc voilà. Et là, on est en France depuis le mois de janvier. Et lui, il bosse, moi, je bosse. Et on a notre bébé. Et donc voilà. Et en fait, il me suit. Il me dit, bah, si demain tu dois repartir, Il attend que ça en fait. et ben, je te suis. Voilà. Eh ben oui, c'est super. De toute façon, effectivement, quand tu as un partenaire qui a un job de ce type, il faut être prêt à l'aventure, quoi. Ça, c'est clair. Ça fait partie des compromis, j'ai envie de dire. Bah ouais, on a un bon équilibre donc c'est super quoi. Et puis il me pousse en fait et parce que bah en fait l'aviation c'est qu'à un moment c'est un avion pour nous c'est un peu un joujou, c'est comme des personnes avec des voitures, on aime bien changer et tout ça. Et à chaque fois, il faut passer par des phases de sélection, d'entretien, et voilà, et on veut toujours plus, quoi. Eh oui, ça c'est sûr. Et t'es dans quelle compagnie aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis chez Amelia. C'est une compagnie. Bah là, on a fait. Enfin, depuis que je suis rentrée, je volais donc. On faisait des vols pour Air France. En fait, souvent c'est les compagnies qui louent nos avions, enfin avec nos Ah, équipages. Et d'accord. donc c'était la ligne Aurillac Paris. D'accord. Là, la ligne, elle s'est finie parce que Air France a un peu abandonné la ligne. Et là, bah, j'attends qu'on nous renvoie sur d'autres opérations. On va faire, je pense, quelques vols à la demande pendant la période estivale. Et voilà, parce que là, avec l'été, il va pas, tout est calme, donc je profitais un peu. Bah, t'as bien raison. Et est-ce que quand tu prends l'avion, toi, à titre perso, est-ce que comment dire, tu es très, tu te dis: «Ah non, mais par exemple, là, il a décollé comme ça. Ah non, moi, j'aurais plus fait ça». Est-ce que tu t'arrives à capter, tous les petits trucs, je sais pas. Est-ce que pour toi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu fais attention à ce que le pilote va faire, comment il fait, Ah non, techniquement? Est-ce que non, moi je laisse faire, je me laisse guider. Après je me dis ah bah tiens, il décolle de telle piste. Enfin voilà, j'essaye de suivre un petit peu et après bon comme c'est un avion aussi différent quand je voyage, c'est pas forcément le mien. Donc je connais pas du tout l'avion, mais sinon en général, enfin moi dans un avion dès que l'avion est décollé,
je m'endors. Je suis une grosse dormeuse. C'est génial. Et du coup, quand t'es dans un avion, est-ce que tu te sens... est-ce que c'est un de tes endroits préférés au monde, finalement? C'est là où tu te sens le plus safe, le mieux, en fait? Ouais, c'est vraiment c'est ma bulle, quoi. Quand je suis dans mon avion, enfin, ça me permet de déconnecter. Déjà, on n'a pas de réseau, donc c'est génial. Je suis loin des problèmes. C'est clair. Et puis ouais, non, j'aime bien parce que quand tu vois, t'es sous la grisaille et tout ça, il pleut, nous on décolle, hop, on va au-dessus de la couche et là on voit le soleil, quoi. Et c'est génial. C'est vrai que c'est dingue. J'aime, mais on découvre, on voit des paysages et même si parfois tu fais tout le temps la même ligne, enfin le même vol, mais c'est toujours différent. Il y a jamais un jour qui est pareil. La météo, elle va jamais être la même tous les jours. Il va y avoir, je sais pas, peut-être un peu plus de trafic aérien, donc il faudra faire plus attention, enfin rester plus attentif. Chaque vol est vraiment différent. Donc moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. Et pendant le vol, il y a une question aussi que je voulais te poser. Pendant le vol, est-ce que tu lâches les manettes? C'est-à-dire, est-ce que il faut juste contrôler, c'est juste du contrôle ou il y a des choses à faire? Alors en fait, on a un pilote automatique qu'on enclenche après le décollage et qu'on déconnecte juste avant de poser l'avion. Voilà. Donc c'est vraiment c'est du contrôle. C'est très automatisé. Après, ouais, c'est beaucoup de contrôle. Mais comme je te dis, donc, tu as un pilote, tu sais, qui s'occupe de la navigation et l'autre pilote qui s'occupe de la radio, mais il s'occupe de relever de temps en temps pendant le vol tous les paramètres moteurs, faire un contrôle de fuel parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne et on essaye au mieux d'anticiper et après on applique tout ce qu'on apprend au simulateur parce que nous on va au simulateur tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on est contrôlé, on doit remettre la tête dans les bouquins, connaître bien son avion, on refait toutes les situations d'urgence qu'on peut avoir avec notre avion. Donc, on n'arrête jamais. Ah bah ouais, mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais est-ce que pendant le temps de vol, désolée, j'ai trop de questions parce que ça m'intéresse vraiment. Est-ce que du coup, pendant le vol, donc hors atterrissage et décollage, est-ce que tu peux carrément te mater une série ou lire un livre ou c'est pas jusqu'à ce point-là? Non, c'est pas jusqu'à ce point-là parce que on a quand même les contrôleurs qui nous parlent, parfois qui nous donnent une direction sur un autre point, donc il faut quand même contrôler. Et puis puis on a notre collègue quand même, donc c'est quand même plus sympa de parler entre nous que de prendre oui, c'est sûr. Mais après je sais que sur long courrier, il y en a ils peuvent se permettre de lire parce que c'est des vols qui sont beaucoup plus longs. Quand tu fais une transatlantique, enfin que tu fais, je sais pas, un Paris-New York, c'est beaucoup plus calme aussi à la radio. C'est pas du tout les mêmes types de navigation. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu peux t'octroyer des moments, oui, voilà, où t'es vraiment en mode, tu contrôles, mais tu prends un temps pour toi, quoi. Ouais. Oui, tu peux. Après, je sais qu'en général, comme t'es toujours deux dans le cockpit, les gens se parlent entre eux, ils se parlent bien sûr, des collègues. Bien sûr. Mais c'est marrant d'essayer un peu de s'imaginer, tu vois, comment ça se passe à l'avant, parce que nous, on est entassés à l'arrière, on ne voit rien. Ouais. Donc c'est marrant d'imaginer comment ça se passe en front. Et est-ce que tu as pu voler en étant enceinte? C'est-à-dire, est-ce que même au-delà de tes 6 mois, tu as pu... comment ça s'est passé d'ailleurs, en fait? Est-ce que tu as pu... Alors, donc c'était à l'île Maurice. Je crois que j'ai dû voler peut-être 1 mois et demi, 2 mois enceinte. Et en fait, après, ils m'ont appelé, mon manager m'avait appelé en me disant, écoute, en fait, t'es la première femme enceinte dans notre compagnie, on sait pas trop comment ça se passe, mais on va faire comme pour les hôtesses de l'air, on va t'arrêter dès maintenant de voler. Ah bon? J'étais trop triste, quoi. Je me dis, oui. Je suis pas malade. Et, c'est mais clair. comme il y a eu la deuxième vague du Covid en même temps, tous les vols se sont arrêtés sur Maurice et donc au final ça a pas changé grand chose. Ah oui, d'accord. Eh ben oui, c'est tombé finalement plutôt oui, bien. Je me suis dit je perds rien. Oui, c'est ça, exactement. Mais de toute façon, oui, alors effectivement, t'as raison. Je pense qu'au-delà de 6 mois de grossesse, ça serait clairement une prise de risque. Mais avant, ce serait intéressant de voir comment font, tu vois, les autres pilotes des autres compagnies. Est-ce que tu sais si ça se passe de la même manière?
Eh ben, je sais que par exemple, chez Air France, je crois qu'elles peuvent voler jusqu'à peu près 6 mois de grossesse. Ensuite, les horaires de vol sont aménagés. Ils évitent les vols tard le soir et trop tôt le matin. Et après, s'il y a des femmes qui se sentent pas de voler parce qu'elles ont des nausées, elles sont pas bien, dans ce cas-là, ils les placent au sol. Et elles vont travailler aux opérations au sol. Mais c'est dans toutes les compagnies à peu près pareil, hein, c'est tous, sauf chez Air Mauritius où c'est pas trop. C'est ça, a priori. Mais bon, C'est du coup, marrant. ils m'ont remis au sol, j'ai travaillé au sol, j'ai retravaillé sur les manuels de la compagnie. J'ai fait quelques petites formations, je faisais des PowerPoint pour les autres pilotes. J'ai fait pas mal de choses, c'est quand même hyper intéressant aussi de voir ce qui se passait à côté de l'avion, quoi. Carrément. Ah non, mais c'est clair. Et justement, tout à l'heure, tu sais, je te disais que je voulais revenir sur ce monde-là et la place de la femme en tant que pilote. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Est-ce que pour toi, tu as senti aucune différence? Est-ce qu'au contraire, tu as pu avoir des remarques ou un sentiment de manque de crédibilité? Comment tu t'es sentie en tant que femme pilote? Et comment tu te sens en tant que femme pilote? Bah écoute, au début, pour moi, c'était normal. Enfin, je voyais pas pourquoi j'avais pas ma place dans un cockpit. Après, c'est vrai que quand t'es dans le milieu, ouais, t'as toujours des remarques un peu macho. Mais bon, enfin, au bout d'un Du moment, style? ça passe au-dessus. Bah, c'est oui, de toutes les manières, si t'es prise dans cette compagnie, c'est parce qu'ils doivent remplir les quotas. Au Oh, début, c'est salaud. ah ouais, mais en fait, je suis un quota et ça me vexait en fait en disant mais non, mais enfin on me prend pas parce que je suis une femme. Enfin, c'est quand même pas que pour ça parce que si je suis nulle, on me prend pas. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit mais tu sais, arrête de te prendre la tête avec ça. T'es pas un quota. Tes preuves, tu les as faites. T'as eu tous tes diplômes. T'as eu du boulot. Donc ceux qui disent ça, enfin, laisse tomber quoi. On va pas prendre quelqu'un si cette personne il sent qu'elle est pas capable quoi. Bah, évidemment. Et est-ce que t'as accepté ça alors, du coup, tu laissais passer finalement? Bah après avec le temps, tu prends aussi confiance en toi parce que ton Bien avion tu sûr. le connais, ton travail tu le connais, tu sais que tu fais bien les choses. Et ouais, non, au bout d'un moment, je disais oui, si tu penses ça, vas-y, pense-le si ça te fait plaisir. Mais en tout cas, enfin, moi, je suis là aujourd'hui, je suis, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bossé et Bien sûr. Oui, t'as rien à prouver, quoi. non, enfin, ouais, non. Exactement. Et ça arrive encore, ce genre de remarques? Non, mais non, il y en aura toujours. Je pense, c'est comme dans tous les corps de métier, hein. C'est peut-être un peu de la compétition parce que les places sont chères aussi dans notre domaine. À chaque fois, c'est des sélections qu'on passe et on sait qu'ils vont pas prendre tout le monde. Mais après, franchement, moi, maintenant, ça me passe vraiment au-dessus et je fais même plus attention. En tout cas, tu vois, j'avais envie d'entendre un truc du style: «Ah non, pas du tout, j'ai jamais senti, tu vois, de remarques, vis-à-vis de ça» et en Ah, fait, mais il y en a. c'est sûr. Mais en fait, j'en étais sûre, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie d'entendre, le contraire, tu vois? Je sais pas. Mais bon, j'en étais sûre que t'allais me dire ça. Donc ouais, ça m'étonne pas mais ça m'attriste et encore une fois, mais c'est bien qu'on en parle parce que, voilà, comme je te dis, c'est des métiers, dont on n'entend pas trop parler. Il y a plein de femmes pilotes qui vont, enfin, je sais pas si elles écouteront ton épisode, mais qui se sentiront concernées et je trouve que c'est important de leur faire fermer leur clapet, hein, au bout d'un moment. C'est ça, en fait, on a autant notre place que eux dans un cockpit et on a travaillé pour. Et en plus, ils aiment bien voler avec des femmes parce qu'on est beaucoup plus carré, on est beaucoup plus ordonné en fait dans le cockpit, dans nos manières d'agir et tout ça. Et moi, on me l'a dit. Hein, moi, j'ai eu un collègue, il me dit ouais, ça fait du bien d'avoir une nana. Déjà, ça fait un brin de fraîcheur. Et puis, t'es tellement plus ordonné, tout est carré avec toi et voilà. Et il y en a qui nous apprécient aussi quand même. Mais bien sûr, j'en doute pas. De toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de la compétition, de la jalousie mal placée. Mais peu importe, tu as pleinement ta place là où tu es, Pauline, et franchement, bravo, chapeau bas, parce que tu fais un job vraiment hors du commun. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter, des futurs projets, j'en sais rien. Est-ce que tu vas bientôt partir sur une toute nouvelle compagnie ou destination? Est-ce que tu as des projets comme ça dans le pipe ou pas du tout? Écoute, pour l'instant, je me pose un peu.
Je profite de ma compagnie parce que je suis très bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance. C'est un peu une petite famille. Après, voilà, l'aviation, ça va très vite. Il y a toujours des nouvelles opportunités, des avions aussi qu'on aimerait voler. Donc, bon, je garde toujours un œil ouvert sur ce qui se passe aussi. Voilà. Puis moi, j'ai mon bébé en fait qui a 20 mois, donc c'est important c'était important pour moi d'avoir une compagnie où je pouvais rentrer régulièrement chez moi pour profiter de mon fils, le voir grandir. Et puis après, oui, quand il sera un peu plus grand, j'aimerais passer sur des vols un peu plus longs où je peux me permettre de partir plus longtemps et puis finir ma carrière sur du long courrier. Et puis peut-être un jour aussi passer commandant de bord. Ça serait une belle étape aussi dans ma carrière. Parce que quelle est la différence aujourd'hui? T'es pas commandant de bord? Je suis copilote. T'es toujours copilote. J'avais compris que t'étais passé pilote. Non, alors non. En fait, t'as le copilote et le commandant de bord. Et en fait, le commandant de bord, après, c'est lui qui a la décision finale dans l'avion, quoi. C'est aussi peut-être, enfin, le commandant de bord, quelque part, il enseigne aussi un petit peu aux copilotes. Quand on vole avec des jeunes pilotes, c'est toujours sympa de partager ses expériences. Donc bon, on verra. Pour l'instant, je me laisse un petit peu vivre. Bien sûr. Et est-ce qu'en général, tu passes commandant de bord quand tu as un certain nombre d'expériences? Par exemple, est-ce que tu peux être commandant de bord à 30 ans? Oui, si tu as les heures de vol requises, tu peux passer commandant de bord à 28, 30 ans. Là, moi, mon commandant de bord avec qui j'ai fait mes derniers vols, il avait 4 ans de moins que moi. Il était tout jeune. Dingue. C'est bizarre, mais non, mais il a assuré vachement bien son rôle. Et du coup, combien d'heures de vol il faut? Environ, ça dépend. Total, je pense que tu dois pouvoir passer vers 2000 heures de vol. Ah oui. Et toi, tu les as pas les 2000 heures de vol? Moi, j'en ai un peu plus de 3000, mais c'est parce que comme j'ai changé de compagnie un peu régulièrement, il me faut un peu d'expérience dans la compagnie là pour pouvoir passer. Mais s'il y a l'opportunité, je me proposerai pour être commandant de bord et puis je ferai la formation pour. Intéressant. Et j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de favoritisme envers les hommes et qu'on fait quand même passer les femmes, tu vois, en commandant de bord aussi facilement que les hommes. Oui, il y a pas de souci là-dessus. Bon, ça me rassure, Pauline. Bon, en tout cas, c'était super de partager ce moment avec toi. Tu nous as vraiment emmenés dans ta vie. On était en immersion totale. On n'a qu'une envie, Pauline, c'est de venir dans le cockpit avec toi. Ouais, mais il faut pas hésiter à demander quand vous volez. Souvent, il y a des compagnies qui autorisent. Oui, ça arrive. Hein. Il faut oser. Il faut oser demander. Je savais pas. D'accord. Non, parfois, oui, on prend. Alors peut-être pas forcément en vol, mais que les gens ils puissent venir voir le cockpit. Nous, c'est toujours avec grand plaisir. Ça nous fait plaisir de pouvoir partager. Je savais pas. Écoute, franchement, pour moi, c'était genre pas possible, quoi. Mais ok. C'est bon à savoir. Je pense que je tenterai le coup une prochaine fois. Pauline, on a 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode. Donc la première question, est-ce que tu as un mantra dans la vie, une philosophie de vie? Je pense c'est crois en toi. N'écoute pas ce que les autres pensent. C'est fais quoi, fonce. Si tu as envie de quelque chose, donne tout pour l'avoir. J'adore. C'était quoi ton rêve de petite fille? On se demande. Non, c'était... je voulais être journaliste, mais pour pouvoir voyager. Donc, au final... Intéressant. Direct pour voyager. Mais tu pourrais aussi créer, là j'en ai une idée comme ça qui pop-up, ton propre podcast, j'en sais rien, de pilote et recevoir des pilotes à ton micro. Enfin, c'est un truc qui n'existe pas, tu vois. Enfin, les métiers de pilote... Tu vois, ça n'existe pas, quoi. Les métiers de pilote, ça n'existe pas, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Qu'on soit en immersion dans cette vie-là, dans ce monde-là, auprès de ces personnes-là, je trouve qu'il y a un gap, en fait, entre les gens et les pilotes. Enfin, tu vois, on est très peu à leur rencontre, finalement. Enfin, en tout cas, moi, j'en rencontre jamais dans mon quotidien.
Ah ouais, bah, moi je m'en rends pas compte parce que je suis tout le temps avec Eh eux. ben oui, c'est vrai. Mais non, mais il y en a beaucoup des pilotes. Bon, en tout cas, il y a peut-être un truc à faire, Pauline. Il y a peut-être un truc à Ouais, faire. je vais y réfléchir. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Et ben, c'est ouais, quand on a des rêves, faut aller les décrocher, il y aura des échecs, mais faut s'accrocher. C'est croire en soi, croire en ses passions et foncer. Et d'ailleurs, tu parles d'échecs. En général, je pose pas de questions derrière la dernière question, mais est-ce que tu as rencontré des échecs, toi, durant cette carrière de pilote, copilote? Bah oui, j'en ai eu. J'ai pas été prise là récemment aux sélections d'Air France. Oh. Bah oui, mais bon, je retenterai dans 2 ans. Et puis en attendant, je me dis que j'ai 2 ans et entre-temps, il faut que j'en profite et puis je vais continuer dans l'aviation. Enfin, c'est pas ça qui va m'arrêter, quoi. Carrément, carrément, t'as raison. Mais merci pour ce partage d'échecs parce qu'on en a tous et ça fait du bien de les partager. Bah oui. Merci Pauline, merci pour Bah, ta merci à toi. présence. Belle continuation à toi et plein de bonheur pour la suite. Eh ben merci et je te souhaite une très belle journée. Merci Pauline. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.